Ligue marocaine de lutte contre le diabète et je félicite le professeur Belkhadir ainsi que tous les membres du comité d'organisation et surtout du comité scientifique pour trouver toujours des thématiques innovantes lors des journées et Dr Belkhadir nous a habitués à cela depuis de nombreuses années maintenant. Pour ma part, je remercie les laboratoires Servier de leur confiance et nous allons parler ensemble des actualités dans le diabète en 2021. Quand on parle d'actualité en 2021, il est important de rappeler le passé, mais également les espoirs futurs. Et le diabète en 2021 ne se résume pas uniquement au traitement. Nous allons voir est-ce qu'il y a des nouveautés en épidémiologie, également dans le diagnostic de la maladie, combien le diabète est une maladie qui peut être compliquée de complications graves, surtout si elle n'est pas contrôlée. Et enfin, la place des sulfamides dans la pharmacopée, qui est aujourd'hui, on en est heureux, très fournie en matière de diabète de type 2. Et nous verrons enfin les preuves des études les plus récentes. Par rapport à l'épidémiologie, comme vous le savez, il n'y a pas eu de publication après l'étude Stepwise en 2019. Et on garde aujourd'hui le chiffre de 10,6% de patients diabétiques de type 2 au Maroc après l'âge de 20 ans. Il me paraît important de rappeler et de toujours rappeler que comme c'est une maladie insidieuse, nous devons la dépister. Et les personnes enquêtées avaient déclaré pour 63% d'entre elles qu'elles n'avaient jamais mesuré leur glycémie. Qui dit jamais mesurer la glycémie dans un pays avec une prévalence qui est quand même importante, eh bien, nous pose question et doit nous faire travailler pour le dépistage de cette maladie dans la population à risque. Pourquoi dépister? Parce que, vous le savez, cette pathologie majeure reste la première cause de cécité. Elle va augmenter par 2 le risque d'hospitalisation. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des médicaments comme les glyphlosines et les agonistes du récepteur au GLP1, parce que c'est une maladie qui va entraîner une mortalité cardiovasculaire et rénale avec un risque d'insuffisance rénale terminale très important. C'est également la première cause d'amputation non traumatique et n'oubliez pas également de rechercher la dépression chez nos patients qui souvent vont avoir le diabète et d'autres pathologies qui nécessitent d'être contrôlées. La nouveauté depuis maintenant un peu plus d'1 an quand même, c'est que le diagnostic du diabète a été, on va dire, simplifié. Vous connaissez tous la glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g qui va, lorsqu'elle est réalisée à 2 reprises, faire le diagnostic, mais également la GPO 75 g de glucose qui recherche une hyperglycémie 2 heures après supérieure à 2 g. Et là, nous avons besoin que le patient soit symptomatique avec un syndrome polyuropolydipsique pour faire le diagnostic. Troisième méthode, c'est l'hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5%. Et enfin, la dernière méthode, chez un patient qui va avoir un syndrome polyuropolydipsique, excusez-moi, c'est pour justement cette glycémie à n'importe quel moment de la journée qu'il doit être symptomatique, eh bien, supérieur à 2 g chez ce patient. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on peut utiliser une seule glycémie à jeun, supérieure ou égale à 1,26 g pour diagnostiquer le diabète chez nos patients, si ce patient est symptomatique avec un syndrome polyuropolydipsique, ce qui fait une simplification puisqu'il y aura moins de passages au laboratoire. Comme vous le savez, le diagnostic se fait sur la glycémie veineuse au laboratoire et non la glycémie capillaire. Quant au traitement, dans l'EDIE 2021, la metformine est restée en première intention avec l'association à soit un agoniste du récepteur au GLP1, soit à une glyphlosine ou SGLT2 inhibiteur lorsque les patients sont en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire. Et la priorisation de 2021, ça a été d'identifier les SGLT2 inhibiteurs comme médicaments de choix en cas d'insuffisance cardiaque. Lorsqu'il y avait des patients en prévention primaire, la première des choses, c'est de voir pourquoi on va proposer tel ou tel traitement. Et si notre priorité était de minimiser le risque d'hypoglycémie, les incrétines sont proposées, mais également les SGLT2 inhibiteurs.
Lorsque l'on cherche à contrôler ou à diminuer le poids, ça va être là aussi les deux médicaments qui peuvent le faire, à savoir agonistes du récepteur au GLP-1 et SGLT2 inhibiteur. Et enfin, lorsque le coût est au premier plan, eh bien, c'était là qu'apparaissaient les sulfamides. Vous avez bien compris que la priorité n'est plus à la baisse de l'hémoglobine glyquée, mais à l'évaluation du statut cardiovasculaire et rénal, et qu'on pouvait finalement utiliser à la fois la metformine et l'associer aux autres thérapies si on était en prévention secondaire. Ce qui était intéressant en 2021, c'est de voir que la bithérapie orale d'emblée était également possible chez les patients dont l'hémoglobine glyquée dépassait 8,5%, et je vais dire surtout ceux chez qui la diète était assez optimale, ce qui fait que intensifier les mesures hygiéno-diététiques n'allait pas apporter un mieux en termes d'hémoglobine glyquée, et que la metformine seule ne risquait pas d'arriver à baisser à moins de 7%, voire moins l'hémoglobine glyquée. Et du coup, l'association à un traitement d'emblée pouvait être intéressante. Ce qui était aussi intéressant dans l'ADA en 2021, c'est de rappeler qu'ils ont bien explicité que si les sulfamides étaient préconisés clairement lorsqu'il y avait un problème de coût, ils ont également d'autres avantages, dont l'efficacité, notamment pour les sulfamides de deuxième génération, mais également que certains avaient un risque bas d'hypoglycémie, notamment retrouvé avec le glyclazide ou avec le glimépiride. Enfin, ce qui est important également, c'est de comprendre que lorsqu'on va avoir des patients avec une maladie chronique, l'association fixe permettait une meilleure adhérence ou une association libre, en tout cas avec les traitements. Là où les preuves sont concluantes et ont permis de changer les recommandations à partir de 2016, c'est les preuves sur les SGLT2 inhibiteurs, avec notamment l'AMPA, la CANA et la dapagliflozine, qui ont démontré une diminution des 3 points MACE avec une supériorité versus placebo, ce qui leur a conféré cette place pour les patients en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire en deuxième intention. Ils se partagent souvent la place chez ces patients en prévention secondaire avec les agonistes du récepteur au GLP-1. Et au Maroc, nous avons le dulaglutide hebdomadaire ou le liraglutide quotidien qui vont également être proposés chez ces profils patients parce qu'ils ont démontré une supériorité versus placebo. Maintenant, pour les autres traitements, notamment les gliptines, il est important de rappeler que quelle que soit l'étude avec la sitagliptine ou avec la linagliptine ou encore la saxagliptine, ce sont des médicaments qui ont permis de montrer une neutralité versus placebo, à savoir une non-infériorité, et qui sont intéressants puisqu'il n'y a eu pas plus, pas moins d'événements cardiovasculaires chez les patients enquêtés. Mais que nous avons un bémol, notamment pour la saxagliptine avec l'étude Savortimi, où les 6 premiers mois de l'étude, il y avait plus d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ce qui fait que l'indication de la saxagliptine, notamment en cas d'insuffisance cardiaque, doit être évitée. Qu'en est-il des sulfamides par rapport aux essais cardiovasculaires? Eh bien, les sulfamides, au départ, notamment avec l'étude du GDP, ont été ont risqué d'être abandonnés parce qu'il y avait des risques de mortalité, de morbidité importants, avec notamment le tolbutamide, puis le clopropramide avec UKPDS. Ce n'est que grâce finalement à un sulfamide de glibenclamide avec l'étude du KPDS qu'on a permis de garder cette famille avec une réduction non significative des infarctus du myocarde dans le bras intensif du sous-groupe des sujets obèses, ce qui fait que le niveau de preuve est très faible. Lorsqu'on va regarder l'étude Advance avec le glyclazide versus un traitement standard, eh bien, il est important de rappeler que ce n'était pas significatif et que là aussi, en termes d'événements cardiovasculaires, il y avait une faveur au niveau du bras glyclazide. Ce qu'on a retrouvé également au niveau de toscaïte avec la pioglitazone. Mais il est très important de rappeler qu'aujourd'hui,
On a beaucoup plus de preuves pour dire que les sulfamides ne sont pas délétères grâce à l'étude Carolina qui a comparé le glimépiride à la linagliptine et qui a démontré une neutralité du glimépiride versus linagliptine. Et cette neutralité avait déjà été démontrée de la linagliptine versus placebo, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus d'études qui vont plaider en faveur des sulfamides avec un risque faible et moindre au niveau cardiovasculaire. Les anciens, comme moi, comme beaucoup de personnes dans l'assistance, avaient déjà l'habitude de prescrire les sulfamides et nous avions besoin peut-être d'avoir cette preuve aujourd'hui pour être beaucoup plus incisif dans les déclarations. Mais clairement, cette étude a permis de remettre en place la place justement des sulfamides dans les prescriptions. Si on va comparer l'étude Advance, et j'aime bien comparer non seulement Advance, mais aussi regarder l'étude Advance On, parce que l'étude Advance On a gardé un suivi en pratique quotidienne, ce n'était plus une étude contrôlée randomisée. Et comme ce n'était plus une étude contrôlée randomisée, eh bien, on avait des patients qui, à la fin de l'étude, allaient avoir des hémoglobines glyquées qui étaient similaires. Dans l'étude Advance, le glyclaside versus le traitement standard a permis de démontrer qu'il y avait une amélioration significative de l'hémoglobine glyquée. Donc, l'efficacité du glyclaside a été démontrée. Lorsqu'ensuite les patients ont été traités par leur médecin en ville, eh bien, les traitements se sont mélangés et les hémoglobines glyquées des deux se sont retrouvées. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a eu des résultats, notamment en termes des critères secondaires, qui avaient été significatifs. Et l'étude Advance a permis justement de démontrer qu'il y avait une diminution du risque d'insuffisance rénale terminale, ce qui en fait un médicament intéressant pour les patients diabétiques type 2 à risque de faire cette insuffisance rénale. Vous voyez qu'à la fin de l'étude Advance, c'était moins 65%. Et lorsqu'on regarde à la fin de l'étude Advance On, malgré que les autres patients gardaient le même équilibre, eh bien, on gardait cet avantage. Quant à Carolina, l'étude Carolina est à placer de façon différente par rapport aux autres études que vous connaissez, TECOS, Seivortimi et Examine. Pourquoi? Parce que dans les autres études, on a comparé, ou même dans Carmelina, on a comparé la glyptine versus placebo, alors que dans Carolina, on a comparé un sulfamide, le glimépiride, versus une glyptine, la linagliptine, qui avait déjà démontré la neutralité cardiovasculaire. Qu'est-ce qui a été retrouvé au niveau des résultats? Une non-infériorité sur les 3 points MACE. Et c'est très important de le rappeler parce qu'il n'y a pas eu plus d'infarctus du myocarde, plus d'AVC non fatal et plus de mortalité chez ces patients. Ce qui revient également dans l'étude et qui est toujours en neutralité, c'est que l'on ait les 3 points MACE ensemble ou qu'on les sépare, on n'a eu aucune significativité qui permettait de dire que le glimépiride, ce sulfamide, pouvait être délétère. Et ce sont des résultats secondaires très intéressants. Enfin, le glimépiride reste un sulfamide. Et donc, les hypoglycémies peuvent arriver. Et c'est pourquoi il est important, lorsque vous prescrivez un sulfamide, d'apprendre à individualiser l'objectif d'hémoglobine glyquée et de ne pas baisser trop l'hémoglobine glyquée pour éviter le risque d'hypoglycémie. Eh bien, malgré, je vais dire, qu'il y ait eu plus d'hypoglycémie dans le groupe traité par glimépiride, il n'y a pas eu plus d'événements cardiovasculaires. Alors que dans les 10-15 années précédentes, on n'arrêtait pas de nous dire les sulfamides font des hypos, les hypos vont faire des infarctus et des arrêts cardiaques. Ce résultat est important également dans l'étude Carolina. Plus d'hypoglycémie avec le glimépiride et pourtant une neutralité. Là où je voulais justement en venir en termes d'objectifs d'hémoglobine glyquée, comme vous le savez, depuis 2012 et encore en 2021, on va avoir cette individualisation. Cette individualisation qui va dépendre à la fois du risque d'hypoglycémie, pas trop bas, on va avoir un objectif d'hémoglobine glyquée plus rigoureux. Si le risque d'hypoglycémie est très élevé, eh bien, on ne va pas chercher le 7 et peut-être même pas le 7,5%.
Nous avons également les autres critères, durée du diabète, comorbidité, espérance de vie, qui vont entrer en ligne de compte pour pouvoir individualiser l'objectif de l'hémoglobine glyquée de votre patient. Le sujet âgé également doit avoir une baisse d'hémoglobine glyquée, mais peut-être pas aussi importante qu'un sujet jeune, surtout si ce sujet âgé est fragile. Comment faire pour éviter d'entraîner une augmentation du risque d'hypoglycémie chez les patients traités qui vont baisser l'hémoglobine glyquée, alors que si on la laisse trop élevée, on va avoir un risque élevé de rétinopathie. Eh bien, on va donc individualiser, adapter les objectifs et ne pas chercher à baisser trop, comme je vous l'ai dit, en dessous de 7% pour éviter les hypoglycémies. Plus vous aurez de facteurs de risque, moins vous allez chercher à baisser en dessous de 7%. Et bien entendu, l'éducation thérapeutique est importante, puisque certains patients vont faire une hypoglycémie. Ils peuvent être faibles, comme dans les différentes études, notamment avec le glyclaside, que je n'ai pas le temps de vous montrer aujourd'hui, mais même ce risque faible justifie que vous éduquiez les patients sans les alarmer sur le risque d'hypoglycémie, les signes, mais également la prise en charge. Je voudrais également rappeler que dans les études qui sont plébiscitées depuis 2016 maintenant, eh bien, on avait à l'inclusion, comme dans l'étude en PAREG, de patients qui étaient sous sulfamide au début de l'étude. Et je voudrais quand même rappeler qu'à la fin de l'étude, eh bien, il y avait plus de patients. Donc, au cours de cette étude ici, avec l'empagliflozine qui a démontré une diminution de la morbimortalité cardiovasculaire in fine, il y avait plus de patients traités par sulfamide à la fin parce qu'on a besoin de l'efficacité sur l'hémoglobine glyquée, donc on a besoin des sulfamides et on continue d'en avoir besoin malgré qu'ils entraînent un surrisque d'hypoglycémie. Et comme vous le voyez, également avec les agonistes du récepteur au GLP-1, c'est très parlant dans l'étude LEADER. Il y avait 50% au début des patients qui avaient un sulfamide, un patient sur deux. À la fin de l'étude, il y avait près de 60% de patients. Pareil pour l'étude SUSTE. Donc, dans ces études auxquelles nous prêtons une grande attention, parce qu'elles ont démontré une diminution de la morbidité, de la mortalité cardiovasculaire et rénale, les sulfamides en fin d'étude étaient prescrits chez plus de patients qu'en début d'étude, ce qui doit nous conforter finalement dans notre prescription quotidienne. Le contrôle, en effet, des patients diabétiques de type 2 est important, c'est un objectif majeur. Et nous avons besoin de continuer à baisser l'hémoglobine glyquée, notamment chez les patients non fragiles. Dans ce cas-là, il faut le faire précocement, chez les patients qui n'ont pas de complications. Et si nous proposons la metformine comme traitement de choix, on a souvent besoin d'associer d'autres thérapies et nous avons recours aux autres traitements, que ce soit sulfamide ou inhibiteur de la DPP4 ou les glyphosines ou encore d'autres. Et je voudrais rappeler que dans des databases à la fois anglaises et allemandes, eh bien, on garde des prescriptions importantes de l'association metformine-sulfamide versus inhibiteur de TPP4 metformine. Je pense que les deux prescriptions sont à peu près concordantes aujourd'hui avec les mêmes chiffres et il est également important de rappeler qu'on peut les ajouter. Mettre metformine, sulfamide, puis IDPP4 ou metformine, IDPP4, puis sulfamide. On peut également associer au glyphosine. Dans les différents papiers que vous pouvez retrouver, vous n'allez pas retrouver d'études de vie réelle qui va permettre de comparer un sulfamide avec la sitagliptine, notamment le glyclaside avec la sitagliptine. Et l'étude CPRD a permis justement, avec des scores de propension, de regarder quel était le délai d'obtention d'un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7% et également d'autres critères secondaires. Je vais commencer par le délai d'obtention d'une hémoglobine glyquée inférieure à 7% en rappelant que, évidemment, un sulfamide va avoir une action immédiate et c'est peut-être finalement normal qu'il y ait cette diminution de l'hémoglobine glyquée assez rapide des patients qui vont avoir un glyclaside plus metformine versus la sitagliptine. Vous voyez également que finalement la susceptibilité d'obtenir une cible moins de 7% était un peu plus importante ici avec le glyclaside. Lorsqu'on regarde les sous-groupes,
on n'a pas eu de significativité très importante, avec une différence entre les deux qui était, même si ce n'était pas significatif, indépendante finalement de l'âge, mais aussi de l'hémoglobine glyquée de départ. C'est simplement pour rappeler que lorsqu'on va prendre en charge un patient diabétique type 2, eh bien, les preuves des sulfamides sont là, mais également pour la durabilité. La durabilité, eh bien, c'est important de rappeler que la durabilité est un indicateur important pour voir est-ce que le patient va continuer avec le sulfamide ou pas. Beaucoup de médecins nous disent eh bien, les patients arrêtent ou le traitement ne marche pas. En fait, l'éducation thérapeutique fait que la durabilité peut être similaire avec le sulfamide et les glyptines, ce qui finalement est également assez rassurant. La persistance également de rester avec le même traitement, la durée du traitement jusqu'à l'arrêt ou le remplacement va rester similaire. C'est pour ça qu'il est important de prendre en charge le patient tôt, de mettre en place le traitement tôt et de ne pas avoir d'inertie thérapeutique afin que, au bout, dès que l'hémoglobine glyquée s'élève, vous rajoutiez un second traitement et un troisième dès qu'elle va s'élever juste après. Les résultats sur les épisodes d'hypoglycémie, je voulais y revenir, notamment pour rappeler qu'il y avait en nombre d'événements, quelques événements de plus. C'est normal, le glyclaside reste un sulfamide hypoglycémiant par rapport à la sitagliptine, mais que le taux était vraiment faible et que l'individualisation des traitements est importante, mais également l'éducation pour éviter qu'il y ait des hypoglycémies sévères, comme vous le voyez, qui étaient très rare finalement dans cette étude. Ce qui est intéressant aujourd'hui en 2021, c'est que beaucoup d'orateurs et beaucoup de publications sont faites à propos des sulfamides, alors que dans les années précédentes, eh bien, il y avait toujours un holà en disant on utilise uniquement les nouvelles thérapies puisqu'elles ne donnent pas d'hypoglycémie, etc., etc. Et je vous encourage à lire deux très beaux articles publiés en 2021 au niveau de la revue MMM sur la place des sulfamides hypoglycémiants dans le traitement du diabète type 2 et encore plus un dossier, la controverse de Serge Halimi sur les sulfamides hypoglycémiants qu'ils gardent effectivement toujours et encore une place dans le diabète de type 2. C'est important de comprendre que ce n'est pas une classe thérapeutique qui va être abandonnée, mais c'est une classe thérapeutique qui nous a donné satisfaction avec beaucoup de preuves et qui continuera d'être prescrite en seconde intention chez certains profils patients, en troisième intention chez d'autres profils patients et parfois viendra même en quatrième. Rappelez-vous également que l'OMS, depuis 2013, a gardé un sulfamide, un seul, le gluclaside, au niveau de la liste des médicaments essentiels pour le diabète et elle se partage la place avec les insulines et la metformine, qui en fait un médicament de choix aujourd'hui pour nos patients diabétiques de type 2. Quelle est donc la balance bénéfice-risque pour conclure avec les sulfamides en 2021? C'est un traitement par voie orale. De façon définitive, ça reste quelque chose d'important dans notre réflexion avec le patient. Ça a un traitement efficace, comme vous l'avez vu, qui est un traitement efficace et qui peut être durable. Il suffit, bien entendu, de le donner chez le bon patient au bon moment et ne pas attendre que les cellules bêta soient apoptosées, auquel cas aucun traitement qui est basé sur la cellule bêta ne va fonctionner, même pas une incrétine. C'est un traitement qui a une longue expérience clinique. Aujourd'hui, nous avons tous beaucoup utilisé les sulfamides et avant nous, les anciens également. La neutralité cardiovasculaire avait été suggérée à la fois dans UKPDS, mais également dans l'étude Advance et maintenant avec l'étude Carolina, on a des preuves qui sont très importantes et tangibles pour dire que les sulfamides ne sont pas délétères pour le cœur. Il ne faut peut-être pas les proposer chez tous les patients, notamment les patients en prévention secondaire, chez qui vous allez avoir d'autres types de thérapies, mais qui ont une large panoplie de patients qui peuvent bénéficier de ce traitement, d'autant plus que c'est un traitement à faible coût. Quels sont les risques? Le risque hypoglycémique, le risque modeste, je vais dire, de prise de poids. Mais attention, l'éducation thérapeutique ici vous permettra de limiter, de diminuer énormément ces risques. Il faut expliquer aux patients comment prendre son traitement
expliquer aux patients qu'il faut éviter de sauter des repas, éviter de doubler la dose lorsqu'ils mangent plus et bien entendu éviter de prendre leur traitement et de ne pas manger, d'aller faire une activité physique. Bien entendu, également revenir sur l'éducation thérapeutique avec la diététique de façon à éviter la prise de poids modeste, ce qui fait que finalement, ce sont des traitements que nous allons continuer à prescrire avec des preuves, comme je vous l'ai montré aujourd'hui en 2021 et très certainement dans les années à venir. Et je vous remercie.